Justement, en parlant de 14 juillet, on va accueillir un ancien champion de France qui nous fait le plaisir de venir avec nous, à peine arrivé, à peine sur le plateau. Salut Valentin Madouas, merci d'être avec nous. La place est à côté de Christophe Riblon, bien sûr. Bravo pour ce parcours, vraiment. Il y a le nouveau com sur le circuit de Longchamp. Exactement. La peine d'y aller. Ouais, Valentin, merci beaucoup d'avoir fait l'effort vraiment de venir jusqu'à nous. On est vraiment ravis de vous recevoir, bien sûr. Ma première question, elle est simple. Vous êtes venu à vélo? Ça peut être une bonne question. C'est quoi le sentiment après avoir vu ce parcours 2027? Je trouve que c'est un très beau parcours qui est ouvert à tous. Je pense qu'il y a vraiment des très très grosses étapes de montagne. Je pense qui ont marqué un peu tous les coureurs présents. Quand on voit plus de 5005 de dénivelé, on se dit ça va être vraiment des étapes très difficiles. Et puis après, ce que je retiens moi surtout, c'est un petit peu plus d'étapes pour baroudeurs que ces dernières années. Ça a été un tour ouvert avec une première semaine pas si difficile que ça, mais qui va permettre de tenter des choses pour beaucoup d'équipes. Et pour les coureurs de classement général, je ne serai pas très serein. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fois, ça peut correspondre à des coureurs baroudeurs, etc., mais aussi à des coureurs qui peuvent viser le classement général. D'ailleurs, quand on a fait un petit top 15 déjà sur les grands tours, on peut déjà imaginer, oui, en effet, la double stratégie. Je parle de vous, bien sûr, Valentin. Ouais, et puis c'est surtout, je vois, quand il n'y a pas un départ très difficile, il y a beaucoup de tension souvent dans le peloton. Et c'est vrai que pour les coureurs de classement général, il n'y aura pas de hiérarchie du tout. Donc il risque d'avoir malheureusement pas mal de chutes, de problèmes mécaniques. Et je pense que c'est ce qui va faire la grosse différence sur cette première semaine par rapport aux dernières premières semaines de Grand Tour, qui ont été plutôt à chaque fois des grosses étapes, beaucoup d'écarts, une hiérarchie qui se fait automatiquement. Là, il n'y aura pas du tout de hiérarchie. Chaque équipe voudra être à l'avant et ça risque de faire un beau spectacle. Vous avez vu, il y a une étape de 11 km. Ouais. Ça, c'est pas pour Valentin. Oui, mais j'ai loin de lui poser la question. Il lui faut 200 bornes en règle générale. Ça commence à être chaud au bout de Pierre, Christophe, allez-y, je vous laisse accueillir bien sûr Valentin. Non, moi, je t'ai entendu dire que dans la salle, les coureurs, il y a eu une petite appréhension. Là. Enfin, je sais qu'il y a toujours un ressenti là, quand on est au Palais des Congrès. Après, tu as eu le temps un peu d'échanger avec les autres, ça fait vraiment peur la deuxième et la troisième semaine là? Ouais, on a échangé très rapidement parce que j'ai dû le faire ici très vite, mais oui, je pense qu'elle fait vraiment peur. C'est surtout un enchaînement, je crois, de 7 étapes, il me semble, d'affilée de haute montagne. En fait, il y en a 3 dans les Pyrénées, après ils ont mis le Ventoux au milieu, le lendemain jour de repos, et 3 dans les Alpes après. Donc, ouais, ça va pas être. Oui, il y a la Drôme entre temps, mais en effet. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est surtout qu'il y a des très longs transferts en fin de première semaine. Qui va vraiment fatiguer le peloton. Surtout que, mine de rien, au lieu d'avoir 9 jours avant le premier repos, le repos aura lieu le premier mardi. Donc on rajoute déjà une étape. Je pense que les coureurs vont être très fatigués avant d'entamer la haute montagne. Pierre? Non, une petite question pour Valentin sur la Bretagne et cette arrivée à Mur de Bretagne. Toi qui es le breton, le vrai. Est-ce que pour toi, c'est surjoué pour les organisateurs du Tour d'aller 4 fois en 10 ans sur Mur de Bretagne? Est-ce que pour toi, il y a peut-être un autre coin que tu aurais aimé, où tu aurais aimé l'étape idéale pour toi en Bretagne? Ouais, je pense que tu connais un peu le coin aussi. Il n'y a pas que le Mur de Bretagne en Bretagne. Moi, je suis un petit peu déçu que ça revienne assez régulièrement. Après, c'est une très belle arrivée pour le spectacle. Il y a toujours eu de très grands vainqueurs et je pense qu'ils ne veulent pas prendre trop de risques. Après, moi, personnellement, j'aurais voulu faire une étape sur les chemins du Trobreléon avec une arrivée à la Fosse-aux-Loups. Ça aurait pu être vraiment sympathique, avec de beaux paysages et puis je pense une très belle arrivée. Après, c'est vrai que pour les transferts, c'est un petit peu plus long. C'est un peu étroit, le Ménézum ou Saint-Michel, là-bas, la petite chapelle. Pas beaucoup, c'est peut-être pas possible quand même. Ouais, Saint-Michel, faut pas exagérer, mais déjà, rien de la Fosse-aux-Loups, il y avait de quoi faire. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Et le Mur de Bretagne, c'est déjà très bien. Et les filles, elles montent plutôt qu'à Dudal, elles. On l'a vu. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Comme le Grand Prix de Morbihan, championnat d'Europe. Étape 2, étape 4, étape 6, étape 7. Parce qu'on a vu ton coéquipier Romain Grégoire qui hésitait un petit peu à choisir quelle étape. Il nous a dit Pontarlier parce que c'est chez lui. Franchement, il y a mieux à faire avant. Est-ce que ça va un peu, justement par rapport à ce que tu disais, est-ce que ça va un petit peu décourager ou inciter à la prudence les coureurs dans cette première semaine, notamment les coureurs qui ont ton profil pour ce type d'étape punchy? Non, je pense qu'il va y avoir il peut y avoir de grosses bagarres pour les échapper. Ça peut être hyper intéressant parce que, mine de rien, il y aura sûrement des maillots jaunes au bout.
Et je pense que c'était un peu ce qui était recherché par les organisateurs, c'est d'avoir des sprinters, mais aussi, pourquoi pas, des baroudeurs ou des punchers qui puissent avoir un maillot jaune avec très peu d'écart. Ce que vous nous dites, c'est que le maillot jaune peut changer beaucoup dans la première semaine. Moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de changements. Et c'est vrai que les dernières années, on avait un maillot jaune qui tenait 20 étapes sur 21. Alors, pour le spectacle, ce n'est pas forcément très intéressant. Et là, on risque d'avoir un petit quelque chose supplémentaire. Ça va être intéressant, en tout cas, de suivre ça. On s'interrogeait un petit peu après, parce que, par exemple, on a eu Romain Grégoire, on a eu Lenny Martinez au micro également, qui sont encore vos coéquipiers, bien sûr. Pour l'instant, ils ne savent pas s'ils vont faire le Tour de France également. Qu'est-ce qui se passe à partir de là, aujourd'hui, maintenant? Vous avez tous le parcours en tête. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Marc? Vous allez frapper à quelle porte? Claire, pardon, Claire. Allez. Claire, non. Allez. Pas de langue de bois. Est-ce que sincèrement, est-ce que c'est, on donne pas de nom. Est-ce que c'est de la com de dire je sais pas si je vais faire le tour? Est-ce que, en gros, c'est pas de la com, mais est-ce qu'on n'est pas censé le dire à cette époque de l'année? Est-ce que les coureurs en réalité le savent globalement? Sincèrement, les coureurs ne le savent pas. Ils attendent de voir déjà le parcours des 3 grands tours. Et aussi, voilà, ce que veulent faire aussi les coureurs, quoi. Si les coureurs veulent aller sur le Tour de France, forcément, pour les leaders, ils ont une opportunité. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Mais après, on attend de voir aussi les autres parcours et comment on peut se découper la saison, les stratégies au sein de l'équipe. Il y a des discussions qui ont lieu souvent au premier stage de décembre. Et au stage de décembre, il y a déjà quelques coureurs qui sont au courant s'ils font le Tour de France. Est-ce qu'on regarde aussi les stratégies des autres équipes? Notamment, notamment par exemple l'équipe de Pogacar. Vraiment au hasard. Au hasard, je pense que c'était moins regardé ces dernières années. Chacun faisait son programme, surtout pour les équipes françaises. Mais cette année, pour moi, la question ne se pose pas. Il faut faire en fonction de son programme. Pour David Gaudu essentiellement, faut être réaliste, il est le plus fort. Après, sur un Tour de France comme celui-là, voilà, aller dans une course avec lui, c'est pas forcément être mauvais, parce qu'il y a peut-être tous les autres coureurs qui vont avoir la stratégie de partir au Tour d'Italie cette année pour pouvoir justement être différent. Mais quand je vois un début de Tour de France comme celui-là, je me dis que sûrement, voilà, c'est le coureur le plus fort, mais on n'est pas à l'abri qu'il ait un problème sur cette première semaine. Et il ne faut pas le négliger aussi. C'est un départ de Tour de France qui va être très compliqué pour les coureurs du classement général. Oui, puis là, on parle de son état, bien sûr, pour la saison 2024. On ne sait pas encore ce qui va se passer en 2025. Il a un petit peu de marge. Hein. C'est très, très fort. Il avance bien l'hiver, quoi. Il est sûr, en effet, cette année. Valentin, j'avais aussi envie de prendre un peu de vos nouvelles. Comment ça va? Alors, on a vu, évidemment, une très belle saison, cette médaille d'argent au jeu. Mais c'est quoi, vous, votre sentiment sur la saison globale? Pas de victoire, mais l'argent au jeu. Oui, au début de la saison, j'aurais signé pour ce résultat qui, c'est vrai, entre guillemets, sauve un peu ma saison. Je passais une saison un peu compliquée, surtout en début de saison, avec une chute au Tour d'Algarve qui m'a vraiment handicapé, avec une petite fêlure au niveau du sacrum qui m'a... voilà, pour s'entraîner, j'arrivais pas à aller faire des intensités très hautes et forcément, ça m'a handicapé sur les classiques. Il me manquait toujours un petit quelque chose. J'étais présent pour les top 10, mais c'était toujours le petit quelque chose qui me manquait. Je sentais qu'à l'entraînement, je courais un peu après le temps. C'est passé, mais c'est passé très très limite. Et après, quand on court après une victoire, pendant toute la saison, on se fait peut-être un focus un peu trop intense là-dessus. On essaye de faire, de gagner à tout prix. Puis on fait des petites erreurs forcément en course. Je pense que mon niveau, il était très bon, surtout sur le Tour de France. J'ai pas eu la réussite que je voulais avoir. Mais je l'ai prouvé après sur les Jeux Olympiques que j'étais en très grande forme. Les étapes où j'étais bien, c'était jamais les étapes qui allaient au bout. Et les étapes où j'étais moins bien, j'étais devant, mais ça allait au bout. Donc c'était que des fois, ça ne tourne pas dans le bon sens. Et après, la fin de saison, elle a été pour moi bonne, mais manque de réussite globale. Forcément un peu de fatigue après les Jeux Olympiques. Je n'ai pas voulu couper après les JO pour pas avoir justement trop de sollicitations médiatiques et aussi rester focus sur la suite de la saison qui a été hyper importante. Personnellement, je me sentais très bien, mais ouais, manque de réussite et courir après la victoire, c'est assez difficile. Je vais laisser Patrick vous poser une question, mais moi l'année dernière, on s'était vu en début de saison, évidemment, au moment de la présentation des équipes à chaque fois, et je me rappelle, vous disiez, je vise les classiques belges et je veux gagner sur le Tour. J'imagine que ça va être encore les objectifs en 2025. Oui, c'est vrai que pour un coureur comme moi, j'ai eu un peu de mal au début de ma carrière à essayer de trouver quel profil j'étais. Et là, oui, je me focus vraiment sur les classiques et les étapes. Après, voilà, une fois, je l'espère, ces objectifs atteints, on pourra se faire plaisir sur des choses un peu plus variées. Mais pour l'instant, tant que je ne les ai pas atteints, et c'est les courses qui me correspondent, donc je veux toujours continuer là-dessus.
Et vous avez 28 ans. On savait que le départ de Thibaut Pinot allait laisser un vide dans l'équipe. L'arrivée concomitante de toute une génération de néo-pros qui ont été quasiment, qui ont pas franchi le Rubicon quasiment en même temps. Est-ce que vous n'êtes pas obligé de vous réinventer? Là, je parle collectivement, hein, bien sûr, pas à vous personnellement. Est-ce que c'est la réflexion justement que vous devez mener? Parce qu'on a vu, vous avez dit, vous avez manqué de réussite, mais même l'équipe, oui. On sent qu'il y a du niveau en fin de saison, mais pas assez pour gagner des courses. Oui, il manque plein de petits détails qui sont dus à plein de paramètres. Mais c'est quoi? Il manque un coureur emblématique qui emmène tout le monde? C'est quoi ce qui vous empêche? Pour moi, finalement? je pense pas. Je pense qu'on était, c'est vrai, Groupama FDJ était une équipe qui était tout le temps tournée autour de Thibaut Pinot, de Arnaud Démare. Il y avait forcément d'autres grands leaders qui étaient présents, mais ces deux coureurs ont été la vitrine de l'équipe durant ces dernières années. Et le staff se rapportait beaucoup à eux, les coureurs également. Et quand ces deux coureurs arrêtent en même temps, c'est vrai qu'on est sur un changement complètement de façon de voir les choses. On est vraiment tourné sur un vrai collectif qui tourne autour de plusieurs coureurs. Et c'est vrai qu'au début, il y a forcément une adaptation à avoir. Il y a pas mal de staff qui sont partis, des coureurs également. Il y a eu vraiment un gros turnover. Et ça, faut être réaliste, ça prend quelques temps à se former. Cette année, ça a été une année un peu de transition, manque de réussite. Il ne faut pas oublier que Paul Pénouette, qui était un peu notre leader sur tout le début de saison, il n'a pas pu courir. Et ça, quand on court avec un temps de retard sur une saison complète, on arrive rarement à rattraper ce retard. Et il faut partir dès le début de saison avec de grandes ambitions et aussi avoir la réussite. Par rapport à ce tour qui arrive, si vous y êtes, vous irez avec l'âme d'un leader ou l'âme d'un capitaine? Ça va dépendre de l'équipe qui est autour de moi si j'y suis, mais forcément, moi j'ai un rôle un peu différent. Je ne viens pas là pour le classement général, donc je ne serai pas leader sur le Tour de France. Je serai sûrement un coureur protégé sur certaines étapes. C'est aussi la manière qu'on va aborder le Tour cette année, vraiment une manière de fixer des étapes beaucoup plus précises que ces dernières années et avoir un fil rouge, sûrement David Gaudu, s'il est au départ sur le Tour de France. Qui nous permettra de pouvoir être focus sur tout le reste des étapes. Mais on va vouloir vraiment plus se focaliser avec des profils de coureurs sur des étapes plus précises. Pierre. Du coup, est-ce que cette médaille olympique, tu es vice-champion olympique, est-ce que pour toi, justement, pour compléter la question de Patrick, ça change quelque chose désormais? Est-ce que cette médaille va te permettre de transformer ta 3e place du Tour des Flandres, tous tes beaux accessites, mais il te manque... Top 10 du Tour de France. Non, mais c'est dingue, on a l'un des Français qui est capable de gagner des étapes de montagne sur le Tour, top 10 sur le Tour, de jouer la gagne sur des monuments en pavé, sur des monuments aussi avec des monts, enfin Liège-Bastogne-Liège c'est dans ses corps. Mais il te manque un petit truc. Est-ce que tu penses que cette médaille, elle est capable justement d'avoir ce déclic et de mettre le costume de leader et vraiment d'être capable de... est-ce que c'est le déclic pour avoir ce qui te manque à avoir cette grande victoire? Ouais, moi je le veux. En tout cas, c'est vrai que j'en ai pris conscience encore plus à travers cette médaille, même si avec tous les résultats que tu as pu citer auparavant, forcément au sein de l'équipe, il y a forcément un respect des résultats. Et comme le dit si bien Marc, pour se faire respecter de ses équipiers, pour que les équipiers puissent rouler pour toi, il faut faire des résultats, il faut faire mal aux jambes, aux personnes, il faut prouver que tu es capable de faire les résultats. Je pense que j'ai pu le prouver. Maintenant, c'est vrai que c'est à moi d'aller chercher une très grande victoire. C'est pour ça que je continue à faire du vélo et que je veux faire carrière. C'est pour ressentir les émotions que j'ai pu avoir après cette 2e place aux Jeux Olympiques. Mais oui, moi, mon statut, je veux le montrer, je veux gagner des courses et gagner des grandes courses le plus vite possible. En tout cas, on serait ravis de partager ça avec vous, Valentin. Parce qu'il faut le dire aussi, merci d'être toujours dispo comme ça. Déjà venir sur ce plateau après avoir fait la présentation, avoir vu la présentation et tout, c'est pas simple. Donc merci beaucoup. Même pour célébrer le Stade brestois, il est disponible. 2, 4, 6, 7. Il y en a d'autres après, t'inquiète. Merci beaucoup, Valentin Madoise, d'avoir été avec nous. On était ravis de débriefer tout ça et on sera ravis de vous retrouver bien sûr sur la saison 2025. Je vous laisse filer puisque vous avez encore un autre trajet. C'est la journée des trajets. Exactement. Merci beaucoup. Bonne saison alors. Merci. Oui, exactement. Et à très bientôt, bien sûr, en 2025 pour suivre à nouveau Valentin Madoise.